Bonjour, vous regardez Cotea, votre émission dédiée à l'éducation et à la parentalité. Le sujet du jour nous concerne tous. Et pour le trouver, je vais vous donner deux indices. Premier indice, je suis l'enfant né en premier au sein d'une famille. Vous avez trouvé? Non, je sens que non, pas encore. Deuxième indice, j'ai la particularité d'avoir été enfant unique. Vous avez trouvé? J'entends oui. C'est le sujet du jour. Aîné de la famille, pourquoi autant de pression? Pour répondre à cette question, nous avons aujourd'hui une invitée qui nous inspire justement sur cette thématique que je vous présente tout de suite. Bonjour Magali Fucci, tu es éducatrice spécialisée. Oui. Et sur ce plateau, tu es très bien entourée. Donc don't worry, sois zen, bonne ambiance. Tu as Cyrielle, qui est notre Madame Finance. Bonjour. Madame Argent, même si elle n'aime pas qu'on dise ça. Et tu as Dora, qui est notre Madame Bonne Valeur. J'ai quand même fait l'effort de faire un petit sondage pour comprendre si vraiment les aînés subissaient beaucoup de pression. La majorité des aînés disent « Ah non, moi j'ai bien trop de pression ». Et apparemment, ça allait un peu plus au sein des fratries africaines, en fait. Alors, oui, parce qu'en fait, il n'y a qu'à observer un peu comment cet aîné est attendu au sein de la famille, dans le sens large du terme. C'est un enfant qui est très attendu. Donc, dès sa naissance, la pression est déjà là. Ensuite, il faut savoir aussi que c'est cet enfant qui nous confère notre statut de parent. Donc, la parentalité est quand même liée à ce fils aîné. Et c'est aussi par lui que nous allons expérimenter, comment je pourrais dire, nous allons expérimenter le modèle éducatif que nous souhaitons mettre au sein de la famille. Exactement. Donc, quand on voit déjà rien que cela, c'est déjà une pression pour cet enfant. À côté de cela, effectivement, il y a énormément de responsabilités. Je pense que vous êtes tous parents ici. Et que souvent, vous vous êtes surpris en train de dire à votre aîné « Mais pourquoi tu n'as pas bien veillé sur ton frère Il s'est cassé la figure, tu étais où ?» Ou alors « Je t'interdis de taper tes petits frères. » Ou alors « Ah, tu voulais aller voir ta copine aujourd'hui ?» Ben non, tu peux pas parce qu'il n'y a personne pour rester avec les petits frères. Donc voilà, donc elle est souvent sacrifiée, cette aînée, pour parler de filles. À côté de cela, on le rend souvent responsable dès qu'il y a un problème au sein de la fratrie. Comme les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, voilà. Et les parents ont souvent tendance à lui demander de tolérer les caprices des autres frères et sœurs. Par contre, on ne tolère pas toujours ses caprices, parce qu'il est grand. Moi, je pourrais prendre l'exemple de mon fils aîné, qui, de toute façon, ne veut même plus discuter. Dès qu'il y a un malentendu entre lui et son frère, parce qu'ils ont déjà une très grande différence d'âge, et j'ai parfois tendance à avoir un discours différent que j'adapte en fonction de l'âge de l'enfant. Et quand je m'adresse à l'aîné, il me dit « Oui, mais maman, de toute façon, il a toujours raison. Lui, on lui dit jamais rien et c'est toujours à moi de prendre sur moi. » Donc c'est pour illustrer que ce sont des enfants qui vivent au quotidien avec une pression. Et malheureusement, dans notre culture congolaise, la tradition veut que l'enfant subisse parce qu'il n'a pas son mot à dire. Se plaindre ou revendiquer quelque chose pourrait s'assimiler à de l'irrespect. Oui, c'est vrai. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai aussi essayé de recenser les avis de différents aînés que je vais essayer de partager là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de descendre en avantages et en inconvénients. En ce qui concerne les avantages, ils m'ont tous dit, dans la majorité des cas, que être aîné, c'est un droit légitime. Non, ça c'est bien, donc c'est important et tout. Et pendant mes recherches, j'ai découvert ce que c'était un droit d'aînesse. On s'en sert dans le vocabulaire, mais je ne savais pas ce que c'était. Et là, j'ai trouvé que le droit d'aînesse en France, au Moyen Âge, effectivement, sous l'Ancien Régime, était un droit résultant de la priorité d'âge et qui réservait aux fils aînés d'une famille noble, au détriment des autres enfants, une part prépondérante dans l'héritage paternel et maternel. Donc déjà, au-delà même de la culture africaine ou congolaise, donc déjà même là, c'est en France là, il y avait déjà ce droit-là qui faisait déjà la différence entre l'aîné, là en particulier 10 fils, l'aîné de la famille qui avait déjà un droit à un héritage autre que tous les autres. Je me suis dit, alors là,
Je comprends pourquoi est-ce qu'ils me disent, là, c'est un droit légitime. Pour moi, c'est un positionnement qui, pour moi, est favorable. Dans la majorité des cas, il y en a qui m'ont dit, ah, c'est quand même pas mal, quand même, Oui, d'être aîné. c'est vrai que le droit d'aînesse donne la priorité au fils aîné sur la succession, sur l'héritage. Mais il faut savoir qu'en Afrique, quand on parle du droit d'aînesse, ça nous renvoie aussi à d'autres notions. Le droit d'aînesse, c'est le respect qu'on doit à tous nos aînés. Parce que l'aîné en Afrique, ce n'est pas que le premier de la fratrie. On appelle aussi les aînés tous ceux qui sont de beaucoup plus âgés que nous. Et à ce titre, on leur doit beaucoup d'égards. Donc, c'est pour dire que ce droit d'aînesse, il est effectivement très présent dans notre tradition africaine, pour ne pas parler que de la tradition congolaise. Il suffit de se retrouver à une fête ou à une veillée et qu'il y a des aînés qui viennent d'arriver. Ben, le respect veut qu'on cède la place aux aînés. C'est aussi ça, le droit d'aînesse. J'ai eu aussi facteur de rivalité dans certaines fratries, surtout lorsqu'il y a des comparaisons. Entre frères et sœurs ou d'autres membres de la famille, les cousins qui viennent à chaque fois comparer. Ah, mais ta petite sœur a déjà eu le bac, mais toi, depuis là, tu as encore redoublé. Et justement, ça crée un peu un sentiment de frustration, de colère et des fois, en fait, des jalousies. Effectivement, c'est vrai que le rôle d'aîné, c'est quand même un rôle très particulier parce qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Il est toujours le premier à quitter le cocon familial, par exemple. Il est le cobaye un peu de la famille. Et le cobaye, ça n'a pas que des inconvénients, ça a aussi des avantages. Voilà. Donc c'est un peu ça la place d'aîné. Mais à côté de tout cela, il faut savoir que c'est une charge qui est très lourde à porter. On va rebondir dessus parce qu'on va parler des budgets dans la famille. Et c'est la rubrique qui suit. Comment gérer un budget familial avec notre maman finance. D'abord, un budget, c'est quoi? En quoi cela est utile? Pour faire simple, un budget, c'est la différence entre les revenus que vous percevez et l'ensemble de vos charges. Gérer son budget a de nombreux avantages. Le premier, c'est qu'il permet de reprendre le pouvoir sur sa vie financière. Il évite le stress de ne pas payer les factures et de ne pas pouvoir se faire plaisir. Quelles sont les étapes pour pouvoir établir un budget? Tout d'abord, il faut identifier les différents types de dépenses. Nous avons des dépenses fixes qui rentrent dans des dépenses que nous allons faire chaque mois, mais qui sont là, qui sont fixes, qui ne peuvent pas bouger. Et nous avons très peu de pouvoir sur ce type de dépenses. Nous avons les dépenses que on va plutôt dire courantes. Celles-ci, elles vont intervenir tout au long du mois ou tout au long de l'année, comme par exemple le poste transport, nourriture ou essence, les loisirs, la pharmacie, la garderie des plus petits. Il y a enfin les dépenses occasionnelles où on fait rentrer tous nos imprévus, tout ce qui est vêtements, cadeaux, mariage, baptême et tous les petites problématiques que l'on peut avoir dans la maison, le plombier, l'électricien. Le quatrième point, là on arrive sur l'étape de l'établissement d'un bon budget. On commence par une prévision annuelle. Je vois déjà les yeux de Roselyne ici, dès qu'on parle de prévision annuelle. Non, c'est important d'avoir une prévision annuelle parce que c'est comme la photo en fait de l'année que vous allez avoir. Une photo prévisionnelle de ce que vous voulez avoir tout au long de l'année. Vous savez à peu près les revenus que vous allez gagner cette année et à peu près les dépenses que vous faites en général par année. Au niveau du budget mensuel, il faudrait établir à chaque début de mois des prévisions mensuelles sur la base des prévisions annuelles que vous venez de faire. Il ne faut pas oublier de prévoir les dépenses occasionnelles, même si elles sont occasionnelles et qu'elles ne viennent pas tout le temps. Essayez quand même de vous mettre un budget à ne pas dépasser pour les dépenses occasionnelles qui peuvent survenir. Ou vous pouvez aussi, pour certaines dépenses qui vont arriver à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, provisionner un douzième. Un douzième de la dépense, c'est-à-dire que vous divisez par 12 le montant de la dépense globale et chaque mois vous mettez l'équivalent dans un compte épargne, de votre mobile money, un endroit où vous êtes sûr que vous n'allez pas y toucher en tout cas. Et cela va vous permettre de pouvoir planifier des vacances ou l'achat d'un nouvel appareil par exemple. Il faudrait faire aussi derrière le suivi régulier et moi je dirais hebdomadaire. Bon, il y en a qui le font au niveau mensuel, mais mensuel on ne rattrape pas les bêtises en fait. Mais
au niveau hebdomadaire, faire un suivi de ce budget mensuel-là. Alors maintenant, on va parler des outils. Moi, j'ai deux outils que j'aime beaucoup pour le suivi du budget, qui sont la bonne vieille méthode de la feuille Excel, mois par mois, dépense par dépense. Bon, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, nous avons des feuilles Excel toutes faites. Donc, vous prenez n'importe laquelle, avec les 12 mois, vous mettez vos dépenses et ça vous calcule tout. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir mathématiques, miage, je ne sais pas quoi, pour pouvoir le faire. Ensuite, il y a les enveloppes. Ça, c'est le plus simple. On prend les enveloppes par rapport à tous nos postes de dépenses et dans chaque enveloppe, on met de l'argent dedans. Et ensuite, au fur et à mesure, on regarde dans les enveloppes pour voir si on n'a pas dépassé. Et à la fin, on peut reprendre toutes nos enveloppes et quand il nous reste un peu d'argent, déposer dans l'épargne. Voilà pour moi. Alors tout ça, je l'entends bien, mais je me dis comment font les personnes qui ont un petit revenu? Parce que là, toutes ces astuces-là, elles sont intéressantes. Mais si je gagne le SMIC, 75 000 francs CFA, par exemple, comment est-ce que je fais pour m'organiser? Parce que déjà, le budget annuel, là, ça va être compliqué. Sachant que beaucoup ne terminent même pas la 3e semaine. Des fois, se retrouvent la dernière semaine, c'est compliqué de gérer et tout ça. Quelles sont les astuces en fait les plus simples à pouvoir mettre en place? En fait, tu as tout dit en parlant d'organisation, parce que tout est question d'organisation. C'est pas que tu gagnes beaucoup, tu fais des économies, tu gagnes peu, tu n'en fais pas. Non. Ce qu'il faut faire, c'est que vraiment, au niveau annuel, si tu travailles et que tu sais que ça fait longtemps que tu es dans ton travail, que tu gagnes 75 000 ou 1 million, tu vas toujours les gagner. Donc, tu sais à peu près annuellement quels sont tes revenus annuels. Maintenant, tu connais tes charges fixes également. Tu sais exactement quel loyer tu dois payer et quelles autres charges tu as à payer. Donc, par rapport à ça, tu peux quand même faire ton budget annuel que tu peux répartir en mensuel ensuite. Pour l'épargne, c'est vrai que des fois, on va négliger l'épargne quand on n'a pas assez de revenus. Ce que l'on peut recommander, c'est de faire des tontines. C'est très répandu ici au Congo et en Afrique en général, et ça fonctionne assez bien. Ça te permet d'avoir un certain revenu. Tu ne peux pas le toucher parce que tu sais que bon, chaque mois tu dois mettre et ce n'est pas toi qui prends forcément. Donc, ça te permet de faire, donc, comme je disais, ça te permet de faire une certaine épargne et tu peux ajouter les têtes selon tes possibilités. Si tu sais que bon, cette année, ça va être un peu meilleur au niveau revenu, je vais prendre 2 têtes sur une tontine par exemple de 5 000, j'aurai 10 000, donc j'aurai tant à la fin, si on est 10, si on est 20, si on est 30. Donc, c'est ça. Il y a toujours des solutions, mais peu importe le montant, il faut épargner. Il faut penser à épargner. Il faut penser à ce que je gagne, c'est ce que je dépense. Et il faut aussi penser que ton loyer, par exemple, qui est une grosse charge, ne vienne pas faire 50% de ton revenu, en fait. Parce que c'est l'erreur que beaucoup font ici aussi, en général, c'est qu'ils vont aller prendre des charges locatives très élevées. Et après, derrière, ne pourront pas subvenir à ces charges-là. Et tout va être impacté, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, tu le gagnes. coût du transport aussi. Le coût du transport aussi, effectivement. Ok, mais justement, donc, on retient que les aînés, en parlant des aînés, de la pression. Mais justement, il faudrait peut-être mettre un peu de discipline dans ses émotions, dans ses choix. Il y en a qu'on va prendre, d'autres qu'on va pas prendre. Et pour y arriver, des fois, il faudrait aussi que dès l'enfance, on ait certaines bonnes valeurs. N'est-ce pas, Tata Dora? Alors, chez nous en Afrique, le respect des aînés, c'est très clairement une valeur qui va faire qu'on considère qu'un enfant est bien éduqué. En parlant du respect des aînés, on parle justement de cette attitude de soumission, de révérence, d'obéissance d'une personne plus jeune à l'endroit d'un plus âgé, qu'importe sa situation familiale ou sociale. Quelques règles pour parler de ce respect des aînés. En Afrique, une personne plus âgée ne s'appelle pas par son prénom. On va utiliser un préfixe, yaya ou tonton, selon son âge, qu'il soit de la famille ou pas. Une autre valeur, chère à notre chère Afrique, c'est que on ne répond pas à un adulte. Quand un adulte parle, un plus jeune ne répond pas. On peut encore parler d'une troisième valeur. On ne discute pas les instructions d'un aîné, on exécute.
En conclusion, ce qu'on peut dire en fait, c'est que le respect des aînés est une bonne valeur, est une valeur de notre culture africaine, une valeur que nous devons continuer à inculquer à nos enfants, parce que c'est une valeur qui va les accompagner même plus grand dans leur vie avec les autres, dans leur vie en entreprise et dans leur vie, dans leurs relations familiales. Malheureusement, cette valeur a tendance à se perdre, je ne sais pas ce que vous en pensez, dans les familles dites occidentalisées. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles ça n'existe plus. On n'appelle plus personne, tout le monde s'appelle par le prénom. Après, ça ne veut pas forcément dire que la notion de respect n'est pas présente. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se perd, mais qui a été ancré dans notre éducation, dans notre culture et tout ça. Et moi, j'ai même envie de dire que ce souci sur le respect touche un peu toute la société. On quitte la cellule familiale parce que sur les réseaux sociaux, tu as des gens, des petits influenceurs là, qui vont venir t'envoyer des messages compliqués. Dis que, hey, je suis Yaya. Ou aussi, tu vas être en train de faire tes courses. Moi, je sais que dans l'éducation, c'est quand tu vois quelqu'un de beaucoup plus âgé, genre tu vois quelqu'un quand même du 3e âge, laisse-le passer dans la queue, quoi. Arriver à la caisse, ça aussi, c'est une notion de respect, mais qui se perd. Qui se perd. Et qu'on apprend normalement au sein de la cellule familiale, ça va vraiment de l'enfance, et ça, c'est la responsabilité des parents, quoi. Complètement, et ça se perd vraiment dans le sens où, enfin moi personnellement, pour parler d'un exemple qui m'a touchée personnellement, j'étais complètement choquée de constater, enfin des amis appeler ma mère par son prénom en fait, parce qu'ils étaient blancs. Encore là, ça s'expliquait parce que c'est leur culture, c'est normal, c'est pas un signe d'impolitesse. Mais nous, on peut pas, enfin, je veux dire, moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement choquée et que demain, ça ne choque pas mes enfants. Je vais me dire, j'ai loupé quelque chose en fait. Donc, c'est vraiment des valeurs qui sont propres à nous et qu'il faut qu'on transmette. Ou l'enseignant en fait qui est appelé par son prénom. Moi, je sais que quand je suis partie d'ici, donc en 3e. J'arrive en classe de seconde et puis tout le monde appelle le professeur par son prénom. Je dis que, hé, ça c'est quoi? On ne dit pas monsieur, le nom de famille, monsieur Batsimba, monsieur, c'est Rigobert. C'est quoi cette histoire? Eh ben, c'était totalement normal en fait. C'est vraiment que c'est culturel en fait cette histoire-là. Mais c'est vrai que le respect est une valeur très forte en Afrique. Hein, on veille vraiment à ce que le respect soit toujours au cœur de l'éducation. Et d'ailleurs, les aînés, parfois, on abuse. Hein. Il y a cet abus de pouvoir. Ils mettent leur pression sur les autres, voilà. En fait. Moi, je vois le mien, il ne dit pas toujours merci à son petit frère, mais dès que le petit frère oublie de lui dire merci, ah là là, il se fait reprendre tout de suite, quoi. Qu'est-ce qu'on dit ? Avec toute l'autorité, tout ça. De l'aîné. Voilà. Donc, ce sont des valeurs. C'est difficile parce que justement, nous élevons nos enfants avec une double culture. Et c'est parfois très difficile de concilier ces deux cultures. De trouver un juste milieu, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre à l'esprit que le respect reste quand même quelque chose d'important et qui nous sert toute la vie, en fait. C'est vrai. On va tout de suite passer à une autre rubrique. Qui est notre rubrique culture et médias. Et dans cette rubrique culture et médias, je peux vous assurer que vraiment là, il faut vous accrocher. Parce qu'elle est spéciale et ludique. Alors qu'on parle de cellules familiales, d'aînés, tout ça, ça nous fait penser à la famille. Et pour cette rubrique, nous allons dresser le portrait d'une famille qui est rentrée dans nos vies. Ça fait 15 ans et on a l'impression que ça fait une éternité que l'on vit avec elle. Il s'agit de la famille des réseaux sociaux. On ne pourrait parler de famille des réseaux sociaux, de cette tribu réseaux sociaux sans parler de leurs parents. Donc il s'agit du père qui est l'ordinateur qui est né dans les années 30. Ensuite, il a rencontré sa femme, son épouse, qui est la mère des réseaux sociaux, qui est Internet. Oui, la mère Internet qui est née dans les années 80. Alors, on parle d'aînés. L'aîné de cette tribu des réseaux sociaux est Facebook. Facebook est arrivé dans nos vies. Voilà, c'est l'aîné tant attendu de papa ordinateur et maman Internet. Au départ, on était un peu mitigé avec Facebook. Il avait une allure un peu bizarre. Mais après, les gens se sont accommodés et ont commencé à lui partager bien plus de choses. Des vidéos, des moments de famille, des photos, leurs pensées. Facebook, ça marque bien sa place d'aîné. Après Facebook, il y a un deuxième de la famille qui est né. Hein? Il s'appelle Twitter.
Alors, Twitter, lui, il est space. On ne le comprend pas. C'est le second de la fratrie, mais il est un peu particulier. Il semble être un personnage curieux. Pour s'adresser à lui, il faut dire des petits mots. Il ne faut pas dire de longues phrases. Mais en tout cas, il aime bien des conversations qui durent longtemps, mais qui doivent être très courtes. Troisième, maman Internet se disait avoir une fille, mais elle a encore eu un garçon qui s'appelle YouTube. Lui, c'est un accro des vidéos et il a une fâcheuse tendance à se fâcher lorsque tu télécharges des choses qui ne sont pas libres de droit. Quatrième, qui est LinkedIn. Oui, c'est lui, c'est l'intello de la famille. Lui, avec lui, on ne parle que études professionnelles, bon, voilà, travail. Et enfin, le bonheur de la maman Internet, elle va avoir sa fille tant attendue. Sa fille Instagram, elle, c'est l'accro des photos. Chez elle, voilà, tout est chill, quoi. Aussi, Instagram, on ne va pas oublier, Instagram aussi a cette petite particularité où elle peut à la fois parler professionnel et aussi être en même temps relax. Donc, c'est bien la première fille de la fratrie. Ensuite, maman Internet se dit, non, il faut quand même, j'ai une seconde fille. Elle va avoir la fille la plus bavarde de sa tribu, c'est WhatsApp. Elle parle tout le temps. Elle parle tout le temps pour dire tout et n'importe quoi en même temps. WhatsApp se disait, je vais être la dernière. Mais non, tu ne seras pas la dernière parce qu'il y a encore ta sœur, la troisième de la fratrie, qui s'appelle Pinterest. Elle va venir apporter sa touche. Elle, c'est l'artiste de la famille. Elle, c'est photo créative. Elle, c'est artistique. Tout, le shopping, la déco. Vraiment, c'est la girly de la famille. Ensuite va naître encore une quatrième fille qui s'appelle Snapchat. Bon, donc Facebook, en tant qu'aîné responsable qui a bien compris la notion des charges, va prendre Snapchat sous son aile et va aussi prendre sa sœur Instagram sous son aile. Il va récupérer aussi WhatsApp sous son aile. Et voilà, le bébé surprise, TikTok arrive. On n'arrive pas à le cerner, il n'en fait que tout qu'à sa tête. On ne comprend pas son délire. Mais les aînés, ses anciens, n'osent pas lui reprendre parce que c'est encore le chouchou. Mais l'aîné Facebook a un regard très attentif sur TikTok et se dit que grandis encore un peu et je saurai te récupérer au bon moment. Alors là, on vient de finir de dresser ce portrait de la famille des réseaux sociaux. Ça peut être attribué aussi dans nos familles. On n'a pas forcément, c'est pas parce qu'on a un aîné qu'on va l'attribuer tout le développement de ses autres cadets. Que l'aîné peut avoir sa place en tant qu'aîné sans pourtant devenir un mini-parent. Celui qui prend la paternité de tous ses cadets. Il le prend s'il en a vraiment envie et si cela est primordial et s'il le fait de bon cœur, mais il ne le prend pas forcément parce que cela lui a été imposé par un parent quelconque. Et les parents, autant que le papa que la maman, sont bien indispensables pour le développement de chacun des enfants. Ils ne doivent pas démissionner de leur rôle de parents pour le céder à leur aîné. On arrive à la fin de l'émission Côté A. Donc ça va être à toi l'honneur d'avoir le mot de la fin. Au regard de tout ce qu'on a entendu, on se rend bien compte qu'être un aîné, ce n'est pas quelque chose de très simple. C'est une charge parfois très lourde à porter pour les enfants. On lui demande d'être l'enfant modèle, d'être la locomotive du train. Il doit faire énormément de sacrifices. Et par rapport à ce poids des responsabilités, il a aussi parfois tendance à s'oublier au profit des autres. Donc c'est une charge énorme. Alors le conseil que je pourrais donner aux parents, c'est de ne jamais oublier que être un enfant, ce n'est pas être un parent. Donc certes, l'enfant doit aider ses parents, il doit prendre des responsabilités dans la famille, vis-à-vis de sa fratrie, vis-à-vis de lui-même aussi, parce que ça l'aide à grandir, c'est tout bénef. Mais il faut craindre de ne pas lui voler son enfance en lui donnant trop de charges. Il ne faut pas lui voler son enfance, il ne faut pas non plus lui voler son insouciance. C'est ça. Donc c'est le conseil que je pourrais donner aux parents que nous sommes ici sur le plateau. On se donne rendez-vous au prochain numéro. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, de partager. D'ici là, n'arrêtez pas d'apprendre et stay blessed. On leur dit au revoir. Au revoir.